Hello and welcome. We will get started in just a minute. Bonjour Thanks et for your bienvenue. Nous allons commencer dans quelques minutes. Merci pour votre patience. Et vous pouvez vous présenter dans le chat avec votre prénom, votre nom et votre pays. Merci. great. So I think we'll get started. Donc, Good je morning. pense qu'on va commencer. Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Je m'appelle Liz Colway, directeur de la communication et de l'engagement public à Vaccine à Boost Community. Alors, bienvenue au nom de la Boost Community pour la deuxième session donc, de cette relance de la COVID-19 pour l'immunisation. Et nous allons parler donc de combler les lacunes en termes d'immunité et aussi pour la relance des programmes d'immunisation. Prochaine diapo. Alors, quelques petites questions pratiques avant de commencer. Si vous préférez écouter la session en français, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de l'écran. Vous devriez voir une petite icône du globe. Et nous avons écrit donc pas à pas toutes les instructions pour vous connecter à l'interprétation sur votre ordinateur ou sur votre et elle doit venir sur la vidéo. J'espère que vous pouvez la voir. Okay, great. Next slide. Alors, prochaine diapo. Pendant la session, vous pouvez donc dialoguer avec les facilitateurs par le chat. On vous demande aussi de poser les questions dans le chat. Et une fois qu'on arrive aux questions, eh bien, vous pouvez aussi lever la main virtuellement pour poser votre question, si vous le voulez. Et puis, n'oubliez pas de vous renommer. Vous pouvez écrire votre nom, votre prénom, votre nom de famille et votre pays afin que nous puissions enregistrer votre présence pour aujourd'hui. Et effectivement, tout est enregistré en anglais et en français. Et donc, les enregistrements seront fournis la semaine prochaine pour ceux qui le désirent. Prochaine diapo. Donc aujourd'hui, nous avons Aaron Vallès, qui est le chef d'équipe de l'équipe scientifique chargée de la prestation de services d'immunisation au Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, et Laurie Nick Loughlin, agent technique du parcours de vie et intégration, programme essentiel. On parlait justement à nouveau des buts de la bourse. Nous allons parler des principaux points de la dernière session. Et puis, comme aujourd'hui, je l'ai dit, combler les lacunes en matière d'immunité, relancer les programmes de vaccination. Et à la fin, bien sûr, une session de questions. Prochaine diapo. Alors, je veux aller de l'avant maintenant et vous demander une petite question de sondage. S'il vous plaît, dites-nous d'où vous venez géographiquement parlant. Voilà. Je vous donne quelques secondes pour répondre. De quelle région vous nous rejoignez?
Fantastique. Je pense qu'on peut partager les résultats. Alors, d'où vous venez? 62% de la région de l'Afrique, 5% de la région des Amériques, 22% de la région de l'Asie du Sud-Est, 3% de la région de l'Europe, 8% de la région de la Méditerranée et 1% de la région du Pacifique occidental. Merci Aïcha. Prochaine diapo. Voilà. Alors, aperçu de la bourse brièvement. On a déjà vu ceci la semaine dernière, mais on va vous rappeler ça à chaque session. Alors, de mai à novembre, effectivement, voici le programme. Donc, pour la phase 1, de mai à juin, vous allez donc assister à des sessions en direct et sur les thèmes, sur la relance ou la reprise post-Covid. Et pendant cette période, on va vous demander de refléter sur une thématique et ça va vous aider pour savoir qu'est-ce que vous allez prendre comme piste. Vous devez donc sélectionner la piste A ou la piste B. Dans la piste A, vous allez écrire donc une proposition stratégique par rapport à des activités de relance. Pour la piste B, vous allez développer une étude de cas pour la publication qui a déjà été effectivement déjà mise en œuvre. Donc, notez qu'il y a un exemple qui sera fourni pour vous guider par rapport à une proposition stratégique et on espère que donc l'exemple sera prêt la semaine prochaine. Peu importe ce que vous choisissez comme piste, on vous demande d'assister à toutes les sessions en direct et aussi de soumettre le sondage post-session et puis de faire votre proposition ou étude de cas afin de recevoir un certificat d'achèvement. Pour la prochaine phase, qui sera de juillet à novembre, eh bien, si vous parlez donc de la reprise, vous aurez donc, vous pourrez documenter votre expérience ou écrire une étude de cas pour documenter l'expérience dans le cas de piste B, donc ou piste A ou piste B. Donc ici, justement, je voulais vous montrer les prochaines sessions. On a eu plusieurs questions la dernière fois par rapport à ces thématiques. Donc, effectivement, nous prenons en compte toutes les questions, tous les commentaires. Et en fait, dans le calendrier, vous verrez toutes les sessions qui sont disponibles. Et aussi, elles sont partagées dans le calendrier de Outlook. Tout ceci est disponible après la session et aussi par email. Prochaine diapo. Alors, en attendant, vous pouvez visiter donc le groupe d'apprentissage de Boost, qui est boostcommunity.org, pour regarder les dernières sessions et aussi tout ce qui est agité au niveau des questions posées, des questions sur les documents et aussi sur des questions pertinentes de la première session. Donc, tous ces matériaux sont postés dans la section ressources. Nous avons demandé des traductions, en fait, des diapos de la semaine dernière. On y travaille et on espère que tout ceci sera traduit d'ici la fin de cette semaine. Et nous allons le poster effectivement dans ce groupe d'apprentissage. Donc, dès que possible, vous les aurez. Peut-être il y aura des retards. Merci pour votre patience. Il y a plus de détails aussi comment vous pouvez utiliser le groupe d'apprentissage. On va mettre des questions de réflexion chaque fois dans le forum et on vous encourage vraiment à rejoindre ce groupe. Et puis, si vous pouvez, donc, vous allez recevoir des notifications tous les jours ou une fois par semaine. Aussi, on va utiliser un canal de Telegram de Boost et ça, c'est très bien puisque ça peut vous aider à vous engager avec vos pairs, parler des problèmes techniques et aussi vous allez recevoir des rappels des sessions. Aussi, merci pour tous ceux
qui ont répondu aux questions de leur père. Alors, avant de passer la parole à Laura, une centaine de commentaires ont été reçus par rapport à la session numéro 1. C'était fantastique. Je ne peux pas tous les lire, bien sûr, mais je voulais donc souligner quelques réponses. Donc, je vous encourage vraiment à visiter le forum et apprendre, poster vos propres réponses, lire celles de vos pairs, etc., avoir des conversations. La première question, c'est qu'est-ce que vous espérez réaliser avec cette formation, avec cette bourse? Eh bien, Monsieur Faudet a dit que cette bourse, ça va aider mes connaissances sur la post-COVID-19 parce que pendant cette bourse, ça va nous donner une opportunité d'interagir avec d'autres professionnels de l'immunisation et ça va nous aider à améliorer les services de vaccination et dans mon domaine de responsabilité. Monsieur Kibira du Kenya a dit que ça va m'aider à avoir plus de compétences, plus de connaissances et de compréhension sur les stratégies recommandées. Et aussi, c'est Madame Jemima Kibira, pardon, et elle dit que ça va vraiment l'aider à tirer profit sous ces matériaux. Il y a aussi Nadia qui a dit ça. Docteur Mamatahina de Madagascar a dit que ça va vraiment m'aider pour les plans d'action qu'on va développer et donc elle veut voir quels vont être les échanges au cours de la formation. Et aussi Dr Kanyani de la République démocratique du Congo qui a dit qu'il faut appuyer les aires de santé, les zones de santé au niveau de l'immunisation. Beaucoup de centres de santé n'ont pas de plan, n'ont pas de soutien et pour essayer de surveiller les programmes. Donc, il espère que cette formation va les aider à faire ceci. Fantastique, merci Laura. Prochaine diapo. Et l'autre question de réflexion qu'on a posée, c'était quel est le principal problème qui affecte actuellement votre programme de vaccination et comment vous voyez que vous allez pouvoir le résoudre grâce à cette bourse? Eh bien, effectivement, Madame Chenia du Népal a dit que la plupart des gens, ils acceptent l'immunisation. Mais il y a toujours des lacunes pour l'enregistrement et les rapportages. Et donc, j'espère que, parce que si je regarde qu'est-ce que peuvent être les stratégies pour combler ces lacunes, aussi, Madame Elenda a dit que justement, les prestataires de services de la santé, les travailleurs à la santé sont très fatigués. Donc, ça fait 2 ans qu'ils ont lutté contre la COVID et nous sommes parfois complètement submergés. Donc, le fait de rejoindre cette bourse, j'espère que vraiment je vais apprendre par rapport aux contributions des autres participants et vraiment tirer profit des recommandations des experts et aussi avec l'interaction avec les autres. Peut-être je vais parler d'un autre. Laura, allez-y. Oui, alors, il y a des problèmes de mauvaise compréhension au Congo. Mauvaise compréhension, hésitation par rapport à la vaccination. Donc, je voudrais mettre à jour mes connaissances. Et M. Temdemdou aussi a dit qu'il y a plusieurs problèmes à plusieurs niveaux. Pas seulement au niveau des infrastructures, mais aussi des finances, mais aussi de la planification, d'une distribution équitable des vaccins et aussi une absence de micro-planification et de bons dénominateurs. Et c'est très difficile pour communiquer l'importance des vaccins. Merci beaucoup, Laura. Prochaine diapo. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, merci beaucoup pour être avec nous pendant ce parcours. Et effectivement, on apprécie que vous allez mener des programmes d'immunisation dans vos propres régions. Donc, à vous, Laura. Merci, Lise. Avant qu'on commence,
je pense qu'il faut un petit peu revoir de quoi on a parlé. En fait, on a parlé de le rattrapage des vaccinations et des opportunités ratées pour la vaccination ou MOV. C'est important de comprendre les définitions. Qu'est-ce qu'on veut dire par rattrapage, vaccination de rattrapage? OK, ça veut dire consiste à vacciner une personne à laquelle il manque des doses pour lesquelles la vaccination de rattrapage est nécessaire. Et pour les opportunités ratées, MOV, eh bien, c'est tout contact en fait avec un service de santé par un individu qui est éligible à la vaccination, mais qui n'a pas abouti à la vaccination. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont admissibles pour la vaccination, mais hélas, ils ne sont pas là parce qu'il y a un manque de conscience et aussi le système sanitaire est insuffisant pour encourager les personnes à être vaccinées. Donc, l'admissibilité de vaccination, eh bien, parfois, les professionnels de la santé n'en sont pas conscients, ou même les parents. Les enfants sont éligibles, admissibles, mais ils ne le savent pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chutes dans la couverture, parce que les gens, ils ont accès, mais ils n'en prennent pas parti. Donc, ce qui est important, eh bien, c'est qu'il est urgent de rattraper et de réduire tous les MOV. Et c'est important en ce moment parce qu'on veut essayer que toutes nos populations soient protégées et donc, effectivement, pour essayer de réduire toute épidémie future. Donc, il faut essayer de mettre en œuvre, de renforcer les stratégies de vaccination de rattrapage, comprendre les raisons des MOV et mettre en œuvre des stratégies pour y remédier. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on va couvrir la vaccination tout au long de la vie. Voilà. Donc, mon collègue Aaron va parler de l'intégration. Moi, je parle de vaccination tout au long de la vie. J'ai une question pour vous tous. Donc, vaccination, on en parle beaucoup. Mais qu'entendons-nous par vaccination tout au long de la vie? Donc, dans le chat, dites-moi quelle est votre compréhension. Mais si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci. Justement, on va en parler aujourd'hui. Donc, si vous ne comprenez pas, dites-le moi et ce n'est pas un problème. Donc, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire vaccination tout au long de la vie? D'accord, je vois. À tous les stades de la vie, à partir de la naissance. Je ne connais pas, certains disent très bien, comme ça vous êtes ici, c'est pour ça que vous êtes ici. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Pas de problème. D'accord, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. Pour tous les âges, quel que soit l'âge, très bien. Oui, durant toute la vie. Merci beaucoup. Effectivement. Donc, cette vaccination tout au long de la vie, c'est très, très important en ce moment d'en parler et de le faire parce que nous voulons donner des vaccins à tous les âges. Prochaine diapo. Quand on parle donc de la vaccination à tous les âges, eh bien, cette approche sur le cycle de vie étant les bénéfices de la vaccination sur toute la vie d'un individu. Avant, on savait que oui, les femmes enceintes étaient admissibles, les nouveau-nés, mais on veut élargir ça. On veut élargir ceci au-delà de ceci, d'accord? Dès qu'on a un point de contact, les gens qui ils ont plus d'un petit bébé puissent y accéder, c'est-à-dire la deuxième année de la vie, les enfants, les ados, les adultes et les personnes plus âgées. Prochaine diapo. Et on voit justement que ces plateformes, comme on les appelle, spécifiques, sont très importantes et il y a des vaccins bien précis qui sont recommandés. Donc, vous avez ici le cycle de la vie, de la grossesse jusqu'à la
personnes âgées. Et puis, vous voyez les vaccins recommandés pour chaque tranche d'âge. D'accord? C'est important qu'il y a certains temps où on peut avoir des vaccins, mais dans cette vaccination de rattrapage, c'est très important d'être beaucoup plus précis. Si vous regardez à droite, pour les personnes âgées, il n'y a pas beaucoup de vaccins recommandés mondialement, d'accord? Surtout avant. Mais dans la prochaine diapo, eh bien, avec les vaccins de la COVID, maintenant, nous avons des vaccins qui vont des enfants aux personnes âgées. Donc, nous avons de nouveaux contacts, nouvelles opportunités que nous n'avions pas. Donc, nous avons des avantages, mais nous avons aussi des défis parce que comment on peut accéder à ces personnes? C'est ça la question. Mais on va en parler. Donc, justement, cette vaccination pour tous les âges fait que nous allons élargir la vaccination au-delà de la petite enfance. Et c'est un très bon moyen de vacciner les gens. Comme ça, les gens auront un accès équitable au vaccin. Alors, je sais que la semaine dernière, Samir a parlé de la vision IA 2030. C'est une nouvelle stratégie mondiale pour l'immunisation pour les 10 prochaines années. Ça fait partie donc de la stratégie, c'est-à-dire un monde où tout le monde, partout, à tout âge, bénéficie pleinement des vaccins pour une bonne santé et le bien-être. Ceci a été accepté par l'Assemblée mondiale et aussi les États membres et les partenaires. Et pour vous aussi, vous travaillez sur des plans sous-nationaux, nationaux et régionaux. Regardez comment vous pouvez donc adopter cet agenda d'immunisation pour les 10 prochaines années. Donc, dans le cadre de IA 2030, il y a 7 priorités stratégiques basées sur 4 principes fondamentaux. Donc, j'ai entouré en vert justement une stratégie pour cette vaccination tout au long de la vie et l'intégration. Comment nous pouvons donc développer des stratégies pour vraiment s'élargir à toute la vie pour les vaccinations? C'est quelque chose que nous voulons faire, un focus que nous voulons faire en partenariat avec les pays. Et aussi, ceci doit être guidé par les données. Et ces priorités stratégiques, eh bien, on parle de l'immunisation pour les soins primaires et la couverture de santé. Nous voulons l'accès équitable pour tous et que tous puissent bénéficier des vaccins. Prochaine diapo. Comme je l'ai dit avant, dans le cadre de IA 2030, nous avons un objectif de la priorité stratégique. Donc, cette priorité, c'est que tout le monde puisse bénéficier des vaccins recommandés tout le long de leur vie et de l'intégration avec donc des services sanitaires qui soient impliqués. Voilà, c'est-à-dire le cours de la vie et l'intégration. Donc, c'est un bon moyen de penser à la vaccination parce que comment on peut donc ramener toutes ces choses ensemble lorsque les gens vont avoir accès à nos services, qu'ils aient les vaccins disponibles et potentiellement on peut intégrer d'autres services. Donc, s'ils viennent pour d'autres raisons, ils peuvent aussi être vaccinés. Et l'objectif donc de cette priorité numéro 4, c'est de renforcer les politiques de vaccination et la prestation de services tout au long de la vie, y compris pour les vaccinations de rattrapage et les doses de rappel. Donc, c'est tout interlié. Et si on a des politiques en place et si on a des services avec des points de contact pour le cycle de vie, eh bien, les gens vont avoir beaucoup plus de chances d'avoir accès à ces vaccins s'il y a des politiques en place, s'il y a une plateforme établie et la personne peut être protégée, donc par exemple des MEV aussi, et sinon la personne peut être ratée. Les politiques doivent être fortes, solides. Les plateformes doivent être aussi bien établies. Et effectivement, c'est pour ça que je veux souligner
cette stratégie, c'est pour établir les points de contact de délivrance des vaccins pour différents groupes d'âge. Effectivement, c'est un nouveau concept pour l'immunisation, peut-être. Oui ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de programmes qui travaillent tout seuls, d'une manière verticale, et ils ne communiquent pas avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une intervention ou un programme a une intervention sur une journée spécifique. La personne doit venir ce jour-là. Et puis, il y a un autre programme où il y a une intervention un autre jour et la même personne, elle va venir. Il faut réfléchir là-dessus. Donc, pour donner des interventions, mais il y a beaucoup aussi d'attentes, peut-être pour les personnes, les travailleurs de la santé, mais nous voulons penser à donc des solutions beaucoup plus intégrées. Au lieu d'avoir de multiples interventions, les rassembler, vous voyez, nous devons donc renforcer nos approches intégrées, les améliorer par rapport à la vaccination, travailler ensemble avec les programmes, contacter aussi des points à l'extérieur de leur système routinier typique pour essayer d'accéder à certaines personnes. Donc, quand on parle justement de cette vaccination tout au long de la vie, j'ai une question pour vous. Nous avons regardé avant tous les vaccins. D'après vous, donc, quelle est l'ampleur mondiale de la vaccination tout au long de la vie? D'accord? Cette proportion que nous allons partager n'inclut pas les vaccinations de la COVID. D'accord? Donc, je vous donne quelques secondes encore. Je pense que la plupart des gens, peut-être, vont penser que ça sera plus bas, l'ampleur mondiale. Quelqu'un pense que c'est même moins de 30%. OK, on va regarder les résultats dans une seconde. Très bien. Quels sont les résultats? 49% ont dit 49%, avec 49%, 23% ont dit 59%, 17% ont dit 69% et 11% ont dit 79%. D'accord. OK. Je vais vous montrer d'où on obtient ces indicateurs et où sont les résultats. C'est un peu plus haut parce qu'on est focalisé sur certaines plateformes. D'accord. Mais ça, c'est sans inclure la COVID. On en est à 69%. Dans la prochaine diapo, je vais vous donner une indication de nos estimations. Donc, on a un indicateur de performance de programme transversable parce qu'on essayait donc ceci avant la COVID et c'était défini par la couverture mondiale moyenne, en fait. Vous voyez, réalisé pour certains antigènes recommandés pour différents âges. Et on a donc ces infos de l'OMS UNICEF, des estimations donc de couverture nationale d'immunisation. C'est pour la polio, la rougeole, etc., le tétanos. En tout cas, ce sont des vaccins pour les bébés, les enfants et les adolescents. Et dans la prochaine diapo, vous allez voir un exemple de ce qui s'est passé en termes d'ampleur de la protection, d'accord, depuis les 20 dernières années. Eh bien, vous voyez le nombre de vaccins qui étaient disponibles était bas, et puis la couverture était de 80%, et puis après une expansion, un élargissement de la protection, l'ampleur de la protection depuis les dernières années. En fait, ça c'est grâce à nos nouveaux vaccins. En fait, on élargit ceci par l'introduction de nouveaux vaccins, mais il y a des possibilités d'améliorer ceci. Effectivement,
C'est comme une sorte de toile d'araignée, vous voyez, et on essaye donc d'améliorer par rapport à l'ampleur de la protection. Et on espère que avec la couverture de COVID-19, on va pouvoir élargir ce graphique. Dans la prochaine diapo, je vais vous montrer ceci par région. Désolé, c'est petit à lire, mais il y a beaucoup de différences parmi les différentes régions. En Afrique, eh bien, il y a eu progrès, vraiment, bon progrès, c'est super dans les 10 dernières années. Dans les Amériques, eh bien, il y avait des cours de vaccination bien établis, se sont aussi améliorés. Et en fait, chaque pays a connu une ampleur de protection. Et on espère que dans les 10 prochaines années, ceci va continuer. Et surtout, donc, une couverture augmentée. Prochaine diapo. Peut-être vous vous demandez, mais comment la vaccination au cours de la vie peut contribuer à la reprise post-Covid dans le cadre de la vaccination? OK, c'est-à-dire oui, on veut des améliorations par cette approche. Prochaine diapo. Eh bien, cette vaccination tout au long de la vie, c'est une stratégie qui en bloque deux choses, c'est-à-dire combler les lacunes en matière d'immunité, de relancer les programmes de vaccination, c'est-à-dire essayer de couvrir des gens qui ont été donc manqués et aussi renforcer la vaccination de routine et développer la résilience. Avoir des plateformes établies sur toute la vie, ça veut dire s'il y aura un nouveau vaccin, vous pourrez avoir accès à ces personnes. Donc, vous serez préparé pour de nouveaux vaccins s'il y a de nouvelles épidémies. Vous voyez, donc cette approche vraiment est très, très importante pour vos propres programmes et ça va aider à vraiment développer votre programme, le renforcer et s'assurer que l'accès est équitable au vaccin pour tous. Prochaine diapo. Alors, non seulement ceci, et ceci résume sur cette diapo tout. Eh bien, cette vaccination prévient la mort et les maladies entre les groupes d'âge. Ça peut vraiment réduire la charge de la morbidité aussi. Il y a des personnes qui peut-être n'ont pas encore de maladie, mais on peut faire de la prévention, par exemple, avec le VPH chez les ados pour prévenir le cancer du col de l'utérus, aussi pour la vaccination maternelle, le vaccin COVID-19 qui doit toucher tout le monde. Tout ceci est vraiment pour les 10 prochaines années. Et on veut aller de l'avant avec ceci. Donc, cette vaccination tout au long de la vie a un grand potentiel pour prévenir la mort, réduire la charge de la morbidité et renforcer le secteur primaire de la santé. Prochaine diapo. Alors, rapidement, dans le chat, dites-moi vos pensées. Que faut-il prendre en compte pour une approche de la vaccination tout au long de la vie? Par exemple, si votre pays en ce moment n'a pas de vaccin au-delà de l'enfance, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour donc avoir ce type d'approche de vaccination tout au long de la vie? Alors, il y en a qui disent forte politique, les professionnels de la santé, formation, sensibilisation, oui, formation, politique, action, plan d'action, très bien. Surveillance, oui, oui, surveillance, très important. D'accord, excellent, excellent. Sensibilisation dans les communautés, formation de haut niveau à un niveau, oui, c'est très important. Donc, dans la prochaine diapo, j'ai des considérations clés pour vous pour cette approche de la vaccination tout au long de la vie. Il faut identifier et atteindre les populations cibles. Tout à fait, c'est très, très important et vous l'avez mentionné dans le chat. Et nous l'avons appris pendant la COVID-19. Il y avait beaucoup de pays qui n'avaient pas de vaccin pour les adultes plus âgés
Et donc, effectivement, ou des gens qui typiquement n'ont pas accès aux services de santé, aussi intégrés avec d'autres services, c'est très vrai aussi. Intégrer avec d'autres services, ça met moins de pression sur les programmes de vaccination et aussi ça donne une approche plus centrée sur les gens. Ça leur permet aussi d'avoir accès à l'immunisation. Et puis, ce qui est important, c'est l'enregistrement et le suivi des données. Alors, les enregistrements basés sur le domicile ou des cartes de vaccination, c'est très important. Il faut garder ces documents pour longtemps, que les gens aient accès à leur propre dossier et aussi qu'ils les amènent leur dossier à chaque opportunité, à chaque visite. C'est très important. Et aussi que eux, ils enregistrent et rapportent ces données. Et bien sûr, rattraper les vaccins manqués. Et pour faire ceci, les politiques doivent être en place. Comme ça, les travailleurs de la santé savent quand est-ce qu'ils pourront vacciner. Ce sont des points importants. Aussi, créer l'acceptation et la demande. C'est très important comme point. Je pense que beaucoup de pays ont ce problème et donc comment on peut essayer d'augmenter la demande. Il faut faire beaucoup de communication, s'assurer que les communautés sont conscientes. La communauté est clé. Il faut un accès équitable. Il ne faut pas rater ceux qui n'ont pas accès aux services. Et Samir va en parler la semaine prochaine de ces enfants ou ces personnes à zéro vaccin ou dose zéro. Et aussi garantir un accès équitable et financement et plaidoyer. Effectivement, il faut des finances pour fournir les vaccins, pour acheter des vaccins et les distribuer. Et on en a parlé aussi du plaidoyer à haut niveau, un soutien à haut niveau de la part du leadership afin donc de pouvoir délivrer ces vaccinations tout au long de la vie. Prochaine diapo. Je vais vous donner quelques petits exemples d'approche de la vaccination basée sur le cycle de vie tout au long de la vie. Et donc, mon collègue Aaron va vous donner des exemples sur le Ghana et autres exemples. Voilà, voici un exemple intéressant, étude de cas. C'était une activité qui s'est passée au Ghana. Nous avons aidé donc sur la deuxième année de la vie et ce pays-là donc a essayé d'initier justement des plateformes de vaccination pour la deuxième année de la vie. Et sûrement, pour vous, c'est difficile pour vous d'établir cette plateforme, ce type de plateforme. Et c'est quand même la première étape à réaliser en tout cas. Effectivement, pour la deuxième année de la vie. Et ça, c'est un exemple donc de cette approche tout au long de la vie. Au Ghana, ils avaient introduit la deuxième dose de la rougeole et aussi de la MEN-A à 18 mois, le vaccin MEN-A à 18 mois, l'âge de 18 mois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait la première fois? Ils ont travaillé avec leur groupe consultatif technique d'immunisation nationale pour accepter l'introduction de ces vaccinations dans la deuxième année de la vie. Et c'était la première fois que le Ghana introduisait cette vaccination, cette visite de vaccination au-delà de 12 mois, d'un âge de 12 mois. Okay? Donc, ils se sont concentrés là-dessus pour essayer donc de réaliser avec succès cette plateforme de la deuxième année de la vie. Première chose qu'ils ont fait, ils ont travaillé sur un plan stratégique. Et dans ce plan stratégique, ils ont regardé déjà qu'est-ce qu'il y avait comme service maternel et pour l'enfance existant, qui était déjà là pour la première année et voir comment on pouvait faire ça au-delà de la première année. Ils avaient aussi des systèmes de surveillance. Donc, ils ont voulu aussi intégrer la deuxième dose de la rougeole et avec donc aussi
ils ont intégré la, la visite existante, le suivi de croissance, le contrôle de la nutrition. Donc, ils ont voulu les dépister, faire du screening, ou alors, par rapport à des vaccinations manquées, ils ont révisé leur politique de vaccination de rattrapage. Ils ont fait ceci en regardant justement ce qui avait été recommandé avant, les tranches d'âge, et en consultation avec leur NITAG, ils ont pu offrir ces vaccinations après la première année de la vie jusqu'à l'âge de 5 ans. Ils ont développé des conseils aussi pour les prestataires de la santé, comment dépister et rattraper avec les enfants. Ils ont travaillé aussi sur les informations, les systèmes d'information de la santé. Ils ont travaillé là-dessus. Ils ont mis à jour aussi les registres papier et les registres électroniques, les feuilles de pointage, les dossiers à domicile, afin d'inclure des informations sur la santé jusqu'à l'adolescence. Et ceci a vraiment aidé pour pouvoir avoir donc un espace où ils pouvaient enregistrer ces visites et ils pouvaient essentiellement et potentiellement fournir ces doses supplémentaires de rougeole après le 12e mois, mais aussi donc la deuxième dose a été fournie, pas seulement une dose supplémentaire. Et aussi, ils ont mobilisé les prestataires de la santé pour identifier les obstacles, voyez, et ça a commencé à renforcer la plateforme de la vaccination. Beaucoup de soignants et de prestataires ont senti que cette vaccination ne s'arrête plus à l'âge d'1 an. Donc, il a fallu faire la promotion, la justification pour aider les gens à comprendre pourquoi c'est important d'avoir ces nouvelles vaccinations, ces nouvelles visites pour réduire donc les maladies qu'on pouvait prévenir. Et aussi, il y a eu de nouveaux débouchés. Ils ont regardé où, par exemple, les enfants se trouvaient. Ils se sont engagés avec des propriétaires de garderies et les ont formés pour transmettre des messages de vaccination aux parents d'enfants plus âgés. Voyez, et c'était bien utilisé, en fait, comme situation, surtout dans les villes du Ghana. Prochaine diapo. Alors, le Ghana et d'autres pays ont introduit justement des mesures d'introduction par rapport à la rougeole, et aussi l'OMS a développé ces brochures, ces petits manuels excellents, 2 excellents petits manuels sur l'introduction de donc la vaccination pour la 2e année. Et ça peut vraiment servir pour l'introduction de n'importe quelle plateforme basée sur l'âge. Et donc, je vous recommande vraiment de les consulter. Prochaine diapo. Alors, les contrôles de vaccination sont de plus en plus communs au niveau d'une stratégie dans les programmes de vaccination. Donc, ces contrôles de vaccination se passent pour les enfants qui rentrent à l'école, qui sont en âge d'aller à l'école, et ceci incorpore justement l'aspect fondamental de rattrapage des vaccinations. Donc, idéalement, les enfants devraient avoir des cartes de vaccination, leur carnet de vaccination avec eux. Ça va aider. Et puis, les responsables à la santé, ils vont pouvoir donc dépister sur le statut de vaccination, communiquer avec les prestataires de la santé, et puis ensuite, ils peuvent être référés. C'est très important, comme on a vu avec le Ghana. Il faut essayer d'aborder justement cette politique de rattrapage de vaccination pour essayer de rattraper sur les enfants pour les vaccins qui sont recommandés, c'est-à-dire la rougeole, surtout entre 9 et 12 mois,
et ensuite, plus tard, et jusqu'à l'âge de 5 ans, que l'enfant donc soit dépisté à l'école pour puisse rattraper donc le temps perdu et les vaccins perdus. Et donc, l'OMS surveille l'introduction de ces contrôles de vaccination faits à l'école dans le monde. Et vous voyez maintenant en bleu qu'il y a de plus en plus de pays qui adoptent ce type d'approche. Donc, alors, les plateformes d'éducation, il y a différentes possibilités pour promouvoir et fournir les vaccins. Alors, quand c'est basé à l'école, effectivement, on peut administrer les vaccins de routine à l'école, dans les écoles. Et souvent, eh bien, ce sont des sessions qui sont donc exécutées par les travailleurs de la santé locaux. Ils font les vaccins et puis aussi le dépistage et la vaccination de rattrapage. Effectivement, ça c'est quand l'enfant rentre à l'école et ça donne une opportunité pour celui qui a raté les doses. Voilà, et effectivement, on peut combler les écarts donc d'immunité. Il y a aussi cette opportunité, comme l'exemple du Ghana, pour éduquer les études et les responsables des écoles aussi, pour qu'ils puissent donner des messages d'immunisation et ça peut vraiment sensibiliser et accroître la connaissance des parents. L'intégration, c'est aussi très important et je vais en parler plus tard. Donc, lorsqu'il y a des activités d'immunisation, elles doivent être considérées comme effectivement un programme plus large de santé, pas seulement du dépistage pour la vaccination, mais du dépistage pour toute intervention sanitaire existante et nécessaire. Donc, quand il y a des campagnes de vaccination, les écoles sont souvent utilisées comme des sites pour délivrer ces vaccins. Et puis, effectivement, pour les MEV, les maladies MEV, eh bien, ceci est un catalyseur pour mettre en œuvre le dépistage et le statut de vaccination pour fournir la vaccination lorsqu'elle est nécessaire en réponse à des épidémies. Je repasse la parole à Laura. Merci, Aaron. Eh bien, j'espère que ça vous a vraiment aidé, puisque quand on parle de la vaccination tout au long de la vie, ce sont des opportunités pour donc donner des vaccins à tout le monde tout le long de la vie. Autre chose très importante sur laquelle je vais toucher maintenant, et en fait, ce sont les travailleurs de la santé. Ils sont très importants pour nous. Ils travaillent très, très dur. Il faut les protéger. S'ils ne sont pas protégés, eh bien, nous allons avoir des problèmes, évidemment, avec manque de personnel s'ils sont malades. Donc, on ne veut pas qu'ils soient impactés d'une manière négative parce qu'on ne les a pas protégés. Il faut réfléchir. Ils ont un double rôle, ces professionnels de la santé. Ils donnent les vaccins, mais ils les reçoivent également. Dans la région européenne, ils ont établi 5 stratégies clés pour un engagement réussi des agents de la santé dans les 2 rôles. C'est important et je pense que beaucoup de gens comprennent ceci ici dans cet appel. Eh bien, il y en a qui sont hésitants. Parfois, ils sont hésitants de donner les vaccins et des fois hésitants de recevoir les vaccins. OK. Donc, puisque eux, ils sont en première ligne, ces professionnels de la santé, il faut s'assurer qu'effectivement, ils soient bien informés, qu'ils soient à l'aise pour donner les vaccins, voyez, et aussi qu'ils reçoivent les vaccins pour bien les protéger, qu'ils soient en bonne santé. Donc, on les écoute. C'est très important. L'OMS est toujours en train d'écouter les professionnels de la santé, essayer de les soutenir. Donc, toujours rester en communication avec eux. Ils sont donc un groupe ciblé et ils sont un groupe de partenaires, d'accord? Vous comprenez? Groupe ciblé puisqu'on veut essayer de les vacciner et aussi partenaires, on travaille ensemble pour vacciner les individus. OK. Donc,
ces personnes aussi sont très importantes parce que eux-mêmes, ils communiquent en première ligne à la population. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils aient les bonnes connaissances, il faut qu'ils puissent donner des bons partages de connaissances avec la population. Donc, nous pensons que les professionnels de la santé sont absolument clés pour assurer une bonne vaccination. Et dans cette prochaine diapo, vous voyez un petit peu justement quelles ont été les considérations relatives à la vaccination des travailleurs de la santé. On n'a pas inclus la COVID, OK? Ça, c'est autre chose. Ça sera ajouté à l'avenir. Voyez une liste des vaccins recommandés pour les travailleurs de la santé pour qu'ils soient bien protégés. Vous voyez donc les différents antigènes que j'ai listés, BCG, hépatitis B, polio, diphtérie, rougeole, la rubéole, le méningocoque 7, méningocoque, etc. Il faut vraiment s'assurer qu'ils sont bien protégés même de la grippe, le vaccin à la grippe, de la varicelle, etc., et de la coqueluche. Donc, effectivement, il y a des recommandations dans certains pays et certains pays donc ont des politiques mises en place et avec le temps, on espère qu'on va voir ça de plus en plus, mais il y a des pays qui n'ont pas ceci. Prochaine diapo, je voulais vous informer que en fait très bientôt, il va y avoir des conseils sur justement un guide de mise en œuvre pour la vaccination des travailleurs de la santé. Voilà, ça vous donne un aperçu des recommandations mondiales, les recommandations de l'OMS. C'est un cadre de politique pour la vaccination des travailleurs de la santé, les stratégies pour vacciner les travailleurs de la santé, des stratégies pour vacciner aussi les travailleurs de la santé, donner de la confiance et la demande et aussi pour la surveillance. Il faut donc réfléchir comment on peut élargir la vaccination après l'âge du nourrisson et intégrer différents programmes. Je repasse la parole à Aaron. Merci Laura. Merci pour nous montrer justement cette vaccination tout au long de la vie. Maintenant, je vais parler de l'intégration. D'accord? Ouais, ça fait partie toujours des stratégies. Prochaine diapo. Alors, je me tourne vers vous. Dans le chat, s'il vous plaît, écrivez. Qu'entendons-nous par intégration? D'après vous, qu'est-ce que c'est l'intégration? OK, comme un guichet ou tout sous la même ombrelle, combiné, mixage de services, oui, mixage, mélange, combinaison de services. Intéressant. On dirait que vous êtes assez familier avec cette approche d'intégration. D'accord. Très bien. Je suis sûre que vous en êtes conscient même au niveau quotidien. Excellent. Donc, on continue. Donc, en 2008, l'OMS a donné la définition de travail sur l'intégration. Voilà. L'OMS dit que c'est la gestion et la prestation des services de santé de manière à ce que les clients reçoivent un continuum de services préventifs et curatifs en fonction de leurs besoins dans le temps et à travers différents niveaux du système de santé. OK, donc fournir multiples services, vous en avez parlé d'une manière la plus robuste possible et la meilleure manière possible pour les gens qui vont bénéficier des services. Nous voulons noter que l'intégration n'est pas seulement une situation oui ou non, mais c'est une stratégie sur laquelle beaucoup de pays et beaucoup de systèmes de la santé se reposent dans un spectrum.
Alors que vous avez des programmes qui peuvent être très verticaux, c'est-à-dire très focalisés sur une seule maladie pour essayer de l'éliminer. Et puis, de l'autre côté du spectrum, vous avez donc un système donc de soins primaires idéal qui soit intégré. Vous voyez? So what is the potential benefits or the rationale? Et donc, quelle est la raison d'être de l'intégration de la vaccination? Eh bien, il y a différentes raisons d'être, en fait, qu'on peut considérer. Alors, les visites d'immunisation, eh bien, se chevauchent avec d'autres interventions pour les mêmes populations cibles en tant qu'immunisation pour les enfants, pour les femmes, pour les mamans, les femmes enceintes, les adultes, les adolescents. Et par exemple, vous voyez qu'il y a des chevauchements. Donc, la vaccination suit un calendrier avec de multiples points de contact qui se chevauchent avec d'autres interventions pour les mêmes populations cibles. Et donc, ça, c'est une raison d'être pour l'intégration. Deuxième raison d'être, c'est que depuis les 30 dernières années, en tant que service d'immunisation routinier, ils se sont très bien établis et dans la plupart des pays, ça a été la plateforme la plus forte pour la fourniture donc d'une intervention sanitaire qui puisse accéder donc dans plusieurs pays à 80% ou plus sur une population ciblée, donc surtout pour les enfants de moins de 2 ans. Et à cause donc de cet effort donc d'accéder aux personnes, eh bien ceci semble une plateforme idéale et très forte pour ajouter d'autres interventions pour essayer d'accéder aux mêmes populations cibles. L'immunisation peut être aussi un point de contact, voyez, pour amener l'enfant, pour qu'il reçoive donc des informations sanitaires, c'est-à-dire la disponibilité d'autres services sanitaires et aussi l'orientation, aussi le contrôle des naissances, des tests de VIH, etc. Aussi, c'est aussi important, l'intégration de la vaccination dans d'autres services peut vraiment faciliter la prestation tout au long de la vie. Ça peut faciliter donc la prestation de services non seulement pour l'immunisation, mais aussi pour d'autres services maternaux et pour les enfants, les jeunes enfants, pour les enfants, tout au long de la vie, pour les pays qui veulent aller au-delà donc de la fourniture d'immunisation, au-delà de la petite enfance. C'est vraiment une opportunité pour intégrer ou pour lier des services d'immunisation avec donc ces visites pour les mamans et les bébés, voyez. Et justement, on peut tirer profit de ces visites existantes sur le développement, sur la surveillance, et on va pouvoir intégrer donc à cette visite-là donc autre chose, voyez, service de surveillance en plus de la nutrition, du développement de l'enfant. OK. Donc aussi, cette intégration d'immunisation contribue donc des approches totales pour le contrôle des maladies, par exemple pour le VPH, pour la diarrhée aussi, la pneumonie, il y a des vaccins, mais il y a aussi des approches qui sont globales pour contrôler, pas seulement pour la vaccination, mais aussi pour l'allaitement, la nutrition, la réduction de la pollution. Et donc, avec l'immunisation, il y a d'autres interventions sanitaires qui vont nous aider donc à réduire toutes ces maladies qui ont des vaccinations, mais la vaccination toute seule ne va pas pouvoir seulement
atteindre donc des bons niveaux ou essayer de réduire la mortalité. Donc, il faut d'autres approches, une approche beaucoup plus élargie. C'est la raison d'être aussi, c'est que il faut travailler d'une manière transversale, pas seulement à l'immunisation, il faut penser, mais aussi à d'autres interventions sanitaires et aussi dans nos ministres de la Santé, mais aussi au-delà du ministre, avec les ministres de l'Éducation, pour vraiment améliorer les immunisations, mais aussi les autres services de la santé essentiels pour se lier d'une meilleure manière avec donc les stratégies de développement sanitaire existantes et les interventions qui sont dans nos pays. Donc, une approche multisectorielle est très importante. Prochaine diapo. Alors, il y a différents objectifs pour l'intégration. Et c'est aussi, ça parle à la large définition qui est mise en place pour l'intégration. Quand on parle d'intégration, on pense peut-être à essayer de renforcer nos systèmes sanitaires. Par exemple, on utilise le mot intégration quand on parle de chaîne de fourniture sanitaire pour fourniture de vaccination ou bien pour d'autres produits de la santé. Avoir donc un système d'information sanitaire intégré. Par exemple, je sais que beaucoup d'entre vous sont connectés donc avec des systèmes d'information qui sont basés sur des systèmes d'information intégrés, pas seulement pour l'immunisation, mais pour pouvoir surveiller d'autres interventions, et elles sont nombreuses. Voilà, donc un autre objectif d'intégration, on en a parlé avant, c'est l'approche générale, plus large, pour aborder donc les maladies comme la pneumonie, la diarrhée, le VPH. Ce n'est pas seulement la vaccination dont on a besoin, mais il faut vraiment mettre en œuvre d'autres interventions sanitaires pour essayer donc de minimiser ces maladies. Et c'est vraiment donc la partie critique en fait des différents objectifs qui sont mis en œuvre par différents pays. Justement, cette approche plus large pour réduire la mortalité contre la pneumonie, la diarrhée. Il y a 10 ou plus interventions recommandées qui ont besoin d'être mises en place pour adresser d'une manière générale ces deux maladies. Donc, il y a un nouveau vaccin avec le roto aussi, mais aussi, il faut une bonne eau, une eau pure, il faut des recommandations sur l'allaitement. Donc, cette approche généralisée fait aussi partie de l'objectif de l'intégration. Et pour finir, il y a un grand objectif autour de mieux servir les populations si particulières. Dans le chat, en fait assez. On veut que ça soit beaucoup plus efficace, qu'on soit beaucoup plus à l'aise et donner des services de haute qualité. Et les clients doivent être les bénéficiaires. Et les parents aussi. Si l'enfant vient, ils doivent savoir qu'ils peuvent recevoir les services nécessaires s'ils sont éligibles. Et donc, c'est une opportunité clé pour avoir beaucoup plus de niveau de confiance dans le système de la santé et pour donc délivrer ces services d'une manière efficace, pas seulement pour le prestataire de la santé, mais aussi pour le soignant. Et puis aussi, effectivement, vous voyez au B, c'est-à-dire l'intégration tout au long de la vie, effectivement, c'est-à-dire tout au long de la vie, oui. Des stratégies avec l'IMCI
l'enfant est malade, il doit être dépisté pour comprendre quels autres services de la santé pourraient être fournis pour lui. L'addition de vitamine D est une stratégie très importante, vitamine A aussi, qui doivent être données avec les vaccinations de routine. Prochaine diapo. Donc, comment est-ce que l'intégration peut aider par rapport à la relance post-Covid dans le programme de vaccination? Prochaine diapo. Eh bien, l'intégration, c'est une stratégie qui englobe les deux grands objectifs dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire combler les lacunes en matière d'immunité, relancer les programmes de vaccination. On sait que ce n'est pas seulement des services d'immunisation qui ont très affectés par la COVID, mais c'est tout le service de la santé qui a été affecté. Et puis aussi, cette approche d'intégration peut nous aider à réaliser et à renforcer l'immunisation de routine et développer la résilience. Et on a discuté avec beaucoup de ministères de la Finance, de la Santé, pour vraiment avoir une discussion autour de la raison d'être, voyez, de la justification pour aborder non seulement l'immunisation, mais aussi combler les lacunes de vitamine A, de la couverture, vous voyez. Et peut-être c'est peut-être plus attractif comme stratégie d'un point de vue financier. Et aussi, ça englobe justement l'immunisation, ça renforce l'immunisation de routine. Donc, que l'immunisation soit routinière dans l'approche. Et effectivement, c'est pour ça que nous voulons intégrer une raison d'être. Et il faut absolument, effectivement, développer la résilience. Ça fait aussi partie des buts. Alors, depuis les 2 dernières années, nous avons vu qu'on a pu se redresser, mais aussi on a pu se redresser, mais aussi il y a eu des progrès, il y a de plus en plus d'intérêt dans l'intégration. Et c'est pour ça que c'est une composante clé dans le programme d'immunisation 2030. C'est une grande opportunité. Vous voyez les lacunes dans d'autres services de santé essentiels qui ont été soulignés. Donc, même si dans nos pays, la couverture s'est un peu glissée pour la vaccination, eh bien, il y a toujours une grande lacune dans les services d'immunisation. Et aussi, ça serait bien pour essayer donc de souligner le besoin pour une approche beaucoup plus intégrée. Comme ceci a été discuté la semaine dernière, eh bien, l'intégration peut également réduire les occasions ratées ou MOV. Donc, je ne vais pas énoncer toutes les raisons parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais il faut se rappeler à gauche, par exemple, à gauche, voici les raisons pourquoi on a eu des occasions ratées. C'est ce manque d'intégration entre justement les services de soins et aussi les services de prestataires de santé. Mais le vrai défi et aussi l'opportunité, c'est comment s'assurer que quand un enfant arrive ou qu'il a besoin d'une autre intervention parce qu'il est malade ou bien qu'il vient pour la surveillance du développement, comment on peut s'assurer qu'il soit vraiment dépisté et puis qu'on puisse lui donner une vaccination s'il y est admissible. Et aussi s'il vient sans ses parents pour sa propre intervention, nous devrions pouvoir incorporer des opportunités de dépister cet enfant selon son propre statut de vaccination et donner une opportunité de rattrapage sur des vaccinations qui ont été ratées dans le passé. Donc, l'intégration est un élément très important
pour essayer de réduire donc justement ces occasions manquées de vaccination. Et on peut les lier dans tous les services de la santé. Prochaine diapo. Je vais vous montrer quelques exemples d'intégration. Prochaine diapo. Laura a parlé justement de ceci. Je vais passer un petit peu sur ceci, un petit peu de temps. Vous voyez les différents âges. Laura en a parlé. Donc, ces plateformes, je dirais, plateformes par âge. Donc, effectivement, c'est une opportunité de pouvoir incorporer d'autres interventions sanitaires. Et vous les voyez en bas. Ceci donc soutient le concept plus large de cette approche tout au long de la vie et de cet objectif sanitaire, surtout en termes de soins primaires. Voilà. Donc, alors qu'on est en train de construire ceci, on a cette opportunité et ceci peut vraiment aider. Alors, du Laos PDR, nous avons cet exemple où ils ont eu une campagne d'immunisation routinière. Il y a opportunité de réduire nos coûts financiers. On fournit des vaccinations et des interventions, donc de telles interventions, si on prend cette approche d'intégration. Ici au Laos, il y avait une stratégie initiale sur donc, immunisation et vitamine A, et puis il y avait une deuxième campagne contre les vers. OK. Et donc, c'était planifié, ça devait coûter environ 23%. Et donc, ils ont intégré les deux ensemble. Donc, ils ont réduit donc, le coût à 3 centimes par personne traitée. Pour, donc l'approche a été beaucoup plus réduite puisqu'ils ont eu donc cette campagne intégrée. Ils les ont combinés. Voilà. En termes d'intégration de campagne et sur les coûts, eh bien, il y a un travail qui a été rassemblé et qui est disponible à campagneinfectedness.org et donc, ils ont travaillé là-dessus depuis les 2 dernières années. Il y a des ressources ici pour comment planifier une campagne sanitaire intégrée, pas seulement pour la vaccination, mais pour tout type d'intervention sanitaire. Je vous conseille vraiment de le regarder, de le consulter. C'est très intéressant. Et c'est excellent. Alors, pour la COVID-19, je voulais vous donner un petit exemple voilà, d'intégration de la vaccination contre la COVID. L'exemple du Cambodge, donc dans la Clinton Health Access Initiative, ils ont pris avantage de la fourniture de vaccination COVID et ils ont dépisté les personnes alors qu'ils venaient et ça a été vraiment un succès, une intervention intégrée de réussite et ils ont pu réaliser une haute proportion d'individus qui sont arrivés ils ont été dépistés, ils ont été même référés. Beaucoup d'entre eux ont été référés parce qu'ils avaient des hauts niveaux de problèmes de tension ou de diabète potentiellement. Donc, ça, c'est un bel exemple. Ces personnes ont pu être suivies et surveillées et référées ailleurs. Et donc, ça fait partie donc de l'initiative de CHAI et c'est dans le contexte de la vaccination de COVID-19. Et là, donc juste, je vous expose ici la raison d'être de l'intégration. Vous devez penser au pour et au contre. Effectivement, il y a des risques qui sont liés à l'intégration. J'ai parlé des avantages, puisque ça peut augmenter la couverture d'une nouvelle intervention au niveau de l'intervention existante, améliorer l'efficacité du système, voyez, réduire les redondances, les coûts, améliorer la satisfaction
satisfaction des utilisateurs, la commodité, pouvoir donc répondre aux multiples besoins de santé des clients dans la même visite. Augmenter la demande grâce à la promotion croisée peut réduire les occasions manquées de vaccination. Donc, on peut effectivement promouvoir d'autres interventions de santé et aussi réduire les opportunités manquées. Mais il y a des risques potentiels. Vous voyez, il y a une possibilité que peut-être ceci va avoir un impact négatif sur les taux de couverture globaux ou sur l'équité. Donc, si on a mal organisé ceci, eh bien, ceci va avoir un impact négatif sur les couvertures mondiales. Peut-être aussi, il va y avoir plus de personnel qui est nécessaire. Effectivement, ce problème aussi correspond aux autres risques. Parfois, le personnel a des inquiétudes sur donc la charge de travail perçue ou autres responsabilités supplémentaires. D'accord? Donc, vous devez vraiment réfléchir. Quel type de problèmes peuvent surgir avec le personnel? Parfois, le personnel peut refuser d'assumer des responsabilités supplémentaires, voyez. Et aussi, les clients peuvent ou ne peuvent pas accepter les services intégrés. C'est possible. Donc, il faut aller dans les communautés. Il faut comprendre, parce que si vous allez avoir cette approche intégrée, eh bien, il faut non seulement donner les vaccins, mais aussi vous les référer à d'autres services sanitaires. Est-ce que potentiellement, ça peut donc, en conséquence, amener à une réduction de couverture parce que certains services ont des stigmatisations liées à eux. Peut-être le client ne veut pas voir ces services intégrés. Les clients peut-être ne le veulent pas. Il faut voir. Autre considération importante avant d'intégrer la vaccination à d'autres interventions. Vous voulez vous assurer que donc il y ait le même groupe groupe ciblé que pour la vaccination de routine. Donc, il faut justement regarder quelle est la fréquence similaire à la vaccination de routine. Ça nécessite un moment ou une fréquence similaire à la vaccination de routine. Il faut aussi voir les exigences logistiques similaires. Il faut voir le niveau d'acceptabilité qui peut être aussi élevé parmi les patients, les communautés, les services de santé. Et pour finir, il faut examiner quel type de compétences, de niveau de compétences vous avez besoin pour les interventions supplémentaires, quel type de renforcement de capacité vous avez besoin pour les professionnels de la santé qui donnent les vaccins. Est-ce qu'il faut toujours les former et les préparer donc pour la fourniture d'autres interventions de santé? Prochaine diapo aussi. Par rapport au contexte du système de santé, il faut qu'il y ait une volonté politique, une acceptation politique de cette approche d'intégration. Il faut regarder quelles sont les politiques nationales en place pour soutenir chaque intervention. Il faut que donc les politiciens soient bien informés pour soutenir effectivement cette approche intégrée. Il faut aussi s'assurer qu'il y ait des fournitures, des financements disponibles pour tous les produits nécessaires, pour toutes les différentes interventions, pour que les travailleurs de la santé puissent donc effectivement faire les interventions. Et effectivement, les agents de santé il faut que leur SOP soit établi pour être multi-objectifs. Prochaine diapo. Ils sont polyvalents, c'est vrai. Donc, là, il y a une liste de contrôles
des services intégrés, en fait, c'est une manière de comparer un service sanitaire aux vaccinations pour voir comment ces deux services ou multiservices peuvent être liés. Ça peut être donc un guide que l'OMS, donc effectivement, ou que l'approche intégrée utilise. C'est une bonne ressource pour vous aider pour quand vous allez commencer à mettre en place cette intégration. Prochaine diapo. Je pense que je repasse la parole à Lise. Merci beaucoup, Aaron. Alors, on veut voir vos questions maintenant. Merci beaucoup pour toutes les questions et continuez effectivement à les poser. On a certaines questions qui ont été collectées. Peut-être je vais me tourner vers Joe et Samir. Bonjour. Oui, les premières questions sont assez liées et elles ont été posées pendant la présentation de Laura de Petris Alice Quadragou du Canada. Est-ce que vous pouvez parler de l'importance de la logistique dans justement la vaccination tout au long de la vie? Et aussi, il y a une question de Dr Tambi de l'Inde. Donc, quelles mesures peuvent être mises en place pour vérifier donc la fourniture continue de produits? Et je pense que c'est quand on a parlé du Ghana. Merci, Jamil. Eh bien, la logistique, c'est très important parce que quand on va pouvoir élargir les vaccins sur donc, le cours de la vie, c'est-à-dire on va viser beaucoup plus de validation de population, on va atteindre beaucoup plus de personnes et d'une manière différente. On ne va pas passer par l'immunisation de routine. Parfois, on va effectivement délivrer par les pharmacies ou autres points de contact. Donc, la logistique est très importante. Et je l'ai remarqué dans le chat, en fait, et aussi, si on ne connaît pas le nombre de la population visée, eh bien, ça va main en main c'est très proche avec la logistique. Vous avez besoin de savoir quelle est votre population visée, son nombre. Et donc, ça peut y avoir des complications parce qu'il y en a qui savent quels sont leurs besoins et d'autres qui ne savent pas. Problème de stockage. Évidemment, s'il y a plus de vaccins, donc il y a plus d'exigences au niveau du stockage. Donc, effectivement, il faut avoir de bons systèmes en place pour pouvoir suivre vos fournitures, votre demande de vaccins, que les distributions soient mises en place pour pouvoir suivre, surveiller, voir où il y a des domaines ou des lieux où ils ont plus de vaccins que d'autres. C'est très important. Et effectivement, on a vu avec la COVID, les vaccins de la COVID, eh bien, le même canal a été utilisé, mais il faut comprendre bien quels sont les chiffres, quels sont les chiffres nécessaires dont on a besoin. Il faut communiquer au niveau district, au niveau sous-national, au niveau national. Et pour le Ghana, pour la fourniture, peut-être que Aaron peut compléter. Oui, pour ajouter effectivement, au Ghana, ils ont des systèmes informatiques de santé excellents, qui sont très forts, avec supervision routinière, surveillance sur les stocks, donc sur les vaccins. Ça, c'était leur approche de surveillance sur la disponibilité des vaccins sur les différentes installations de la santé. Et effectivement, alors qu'ils étaient en train d'introduire la deuxième dose de la rougeole, eh bien, ils se sont assurés qu'ils avaient suffisamment
donc de fourniture de vaccins pour pouvoir continuer à vacciner dans leur pays. Oui. Oui, je voudrais dire aussi que dans la session numéro 5, dans 2 ou 3 semaines, on va parler justement de la planification et ceci va parler de la logistique et aussi des fournitures. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui, une question. J'ai 3 questions qui sont assez similaires. Quelqu'un de la Guinée qui a dit, est-ce que la rareté des ressources fait un obstacle à l'intégration des services, vu que cette stratégie nécessite des ressources humaines très qualifiées? Et aussi un commentaire de Thomas au Congo. OK, l'intégration, c'est bien, mais les acteurs sur le terrain ont tendance à privilégier certaines activités au détriment des autres. Et donc, on a besoin qu'il y ait donc une gestion d'une autre personne. Une autre personne du Togo dit que l'intégration réduit les coûts. Le problème, c'est que souvent, l'acceptation d'autres programmes pour faire l'intégration est un problème donc de formation de ressources humaines. OK, merci Samir. Effectivement, les points soulevés ici sont très importants. Rareté des ressources, oui, c'est quelque chose de très réel pour beaucoup d'entre vous. Et c'est un obstacle pour l'intégration des services, tout à fait. L'idée donc de pays existants et qui ont un continuum par rapport à l'intégration, c'est le problème s'il y a une limitation. Donc, ils ne sont pas intenses financièrement pour incorporer quelque chose aussi simple que le dépistage d'un enfant qui vient juste pour une visite de non-vaccination et pour voir s'il est admissible pour un vaccin recommandé. Voilà, ça c'est un exemple. Il faut penser d'intégration de services à un très haut niveau, dans le sens de combiner un grand programme comme le VIH, tester, dépistage, avec un autre grand programme comme l'immunisation. Et comment on peut avoir justement cette délivrance intégrée et un simple vaccin, une simple vaccination. Il faut réfléchir aux choses plus simples et qui peuvent être faites dans plusieurs contextes. Et ça, c'est par exemple, OK, la ressource a toujours un problème, une limite, je comprends. Et il faut attendre qu'il y ait plus de ressources pour fournir donc un package général d'intervention. Mais je pense que on peut aussi faire de l'intégration et ça ne coûte pas cher, comme j'ai dit, donc combiner des visites, etc. Et pour ceux qui sont sur le terrain, celui qui a dit, pardon, le privilège de certaines activités. OK, ça c'est très, très réel. Vous avez raison et c'est motivé par un contexte mondial. Il y a une reconnaissance que ceci est un défi et tout le monde, à tous les niveaux, a besoin d'adresser ceci. Parce que pour une campagne sur la polio est très focalisée sur la polio, il y a ces opportunités-là à un niveau mondial de penser comment donc des programmes qui sont assez verticaux, mais avoir plutôt donc une approche intégrée. Il faut se concentrer là-dessus et se rendre compte que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les autres interventions. Donc, réalistiquement, on peut lutter contre ceci, mais on essaye de lutter contre ceci doucement, mais sûrement. Mais c'est un peu lent. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour vos questions. J'ai encore 2 ou 3 diapos. C'est la question de réflexion. Donc, ceci, ça va être dans le Boost programme. Donc, réfléchissez-y à l'avance.
Quels aspects des 2 premières sessions vous semblent les plus pertinents pour le rétablissement d'un programme de vaccination? On va partager donc ces réflexions dans le groupe d'apprentissage. La prochaine session, la semaine prochaine, même heure, ça sera sur justement réduire donc les lacunes pour les enfants à dose 0. Prochaine diapo. Qu'il y ait moins d'enfants à dose 0. Alors, voici les petits rappels. On va vous les envoyer par email de toute façon. Donc, répondez au sondage, s'il vous plaît. Et vous devez de toute façon enregistrer votre présence. Ces sessions sont obligatoires et on vous encourage à rejoindre le groupe d'apprentissage Boost et aussi la chaîne Telegram de Bourse. Je crois qu'on a dépassé le temps, donc je vous dis merci infiniment pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Je sais que vous êtes très occupés et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.